L'Afrique bouge, l'Afrique innove, l'Afrique brille. Bienvenue dans ce tout premier épisode d'Africa's Bright, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui font briller le continent par leur talent, leur audace, leur impact. Et on démarre très fort ici, au cœur de l'Inclusive FinTech Forum, là où l'Afrique se réinvente, là où l'Afrique innove, là où l'Afrique transforme et inspire le reste du monde. Et pour ouvrir le bal, on accueille 3 success stories made in Africa. Et ça démarre maintenant. Suivez-moi. Attention, ça va briller. Une victoire historique pour la santé publique. Le Niger devient le premier pays d'Afrique à éliminer l'onchocercose, une maladie parasitaire qui pouvait causer la cécité. Un exploit qui ouvre la voie à d'autres succès sur le continent. L'onchocercose, encore appelée cécité des rivières, est transmise par la piqûre d'une petite mouche noire. Pendant des décennies, elle a touché des milliers de personnes, en particulier dans les zones rurales. Mais aujourd'hui, grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires, cette menace appartient au passé au Niger. Grâce aux médicaments, à la prévention et à un travail acharné, le Niger a réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Un modèle à suivre pour le reste du continent. It is with immense pride that I announce an historic milestone for public health in Africa. The World Health Organization has verified Niger as having eliminated the transmission of onchocerciasis, commonly known as river blindness. This achievement makes Niger the first country in the African region and only the 5th globally to reach this remarkable milestone. Onchocerciasis has long caused immense human suffering. It has also impeded the economic development of affected communities, driving people away from rivers, which are often lifelines for livelihoods. Niger's success ends this burden for its people. It also positions Niger as a model for the elimination of neglected tropical diseases in Africa. L'exemple du Niger donne de l'espoir. D'autres pays africains veulent, eux aussi, éradiquer l'onchocercose. Une preuve que l'union et la détermination peuvent vaincre les maladies tropicales. Le Niger a montré la voie. Une grande victoire pour la santé en Afrique et un pas de plus vers un avenir sans maladie évitable. On a parmi nous des champions, en commençant par Carlos Takam, un champion de boxe. Juste pour vous donner une idée, son palmarès, c'est 48 victoires. Merci Carlos d'être vraiment parmi nous aujourd'hui. On est très content de vous recevoir. C'est là où il brille et il nous fait briller. C'est que c'est un boxeur, c'est un champion mondial. On va dire, en plus, il a fait un petit peu de cinéma, donc il est hyper successful. Mais surtout, voilà, c'est quelqu'un qui aime son continent, qui est engagé vis-à-vis du continent. Et c'est pour ça qu'il a créé la fondation Carlos Takam. Et il va nous en parler tout à l'heure, avec l'académie également. Et surtout, samedi soir, il nous a offert un super show avec effectivement des boxeurs. Carlos, c'était quoi l'idée? Parce que on y était, on a vu de la boxe, donc effectivement, on a vu le sport. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de fraternité entre les joueurs. Le public était vraiment hyper intéressé. La salle était pleine déjà, mais il y avait une vraie... c'était chaud, il y avait de l'ambiance. Et je dirais même qu'il y avait du panafricanisme. On voudrait en savoir plus, Carlos, parce que vous êtes passionné et passionnant. L'histoire, elle a commencé comment? Parce qu'effectivement, je l'ai dit, vous avez aujourd'hui une renommée normale, mondiale. Vous auriez pu être tranquille, installé chez vous et profiter de la vie. Déjà, comment ça a commencé la boxe et vous? Et comment vous avez justement voulu partager votre réussite, et notamment à travers la fondation Carlos Takam? C'est vrai que j'ai commencé la boxe assez tard. J'ai commencé la boxe à 22 ans. Ah, donc c'est pas trop tard pour moi? Non, non. J'ai commencé la boxe à 22 ans et en 2002, yes, 2 ans plus tard, j'étais aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004. Wow. Du coup, pour une anecdote, j'ai gagné le championnat d'Afrique centrale et c'était mon premier combat international et ça s'est passé au stade ici à Kigali.
C'était en 2002. Donc, ce titre, c'est à Kigali en 2002. Et à partir de là, toute mon équipe, mon coach à l'époque m'a dit, oui, Carlos, tu sais, tu es doué dans ce que tu fais. Parce qu'au début, pour moi, c'était comme un jeu. J'étais pas trop sérieux, quoi. C'est après que je sois qualifié pour les Jeux Olympiques que je me suis dit, ouais, ok, il faudra que j'y mette un peu plus de force et plus d'attention sur ce que je suis en train de faire, quoi, tu vois. C'est ça aussi, hein, j'entends souvent les champions nous dire ça, que au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi une discipline de vie. Le sport permet aussi de canaliser une énergie, d'atteindre des objectifs. J'entends souvent parler de persévérance. Ouais, exactement. Le sport permet de canaliser l'énergie. Aussi, le sport, c'est, comme on dit, c'est comme une école, quoi. Surtout dans la boxe, je veux dire, quand tu vas dans une salle de boxe, l'entraîneur, c'est un peu comme ton père, un peu comme comment on dit, un peu comme celui qui t'apprend tout, tu vois. C'est comme si tu étais à l'école, en fait. Ouais, normalement, l'entraîneur de boxe doit être très pédagogue. Tu vois, discuter avec les boxeurs chaque fois, après et avant l'entraînement, les faire comprendre que voilà, la boxe, c'est pas un sport. Tu ne viens pas pratiquer la boxe pour aller bagarrer dehors. C'est pas un sport pour aller montrer dehors que nous sommes les plus forts ou quoi que ce soit. Non. Comme on dit en langage africain, la bagarre se passe dans la salle de boxe, dans le ring. C'est pas en dehors. Tu fais tout ce que tu veux, mais dans le ring. En dehors du ring, il faut rester respectueux. Et comment on devient un champion? C'est quoi le secret? Donc oui, je pense qu'il y a quand même des aptitudes physiques. On le voit, à ce niveau-là, c'est bon. Après, c'est quoi le truc? C'est de travailler beaucoup, c'est quoi le secret? Bon, écoute, il n'y a pas vraiment de secret. Comme je dis toujours, la persévérance. Il faut croire en toi. Tu vois, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter, non. Parce que je veux dire, tu peux tout faire. Je dis toujours, on peut tout faire sur cette terre, mais c'est juste qu'on a cette petite maladie qui s'appelle le doute. Et quand ça commence déjà, quand tu commences déjà à avoir cette doute dans la tête, c'est bon, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Bon, c'est la persévérance, le travail, croire en toi et croire en ton équipe. Parce que tu ne peux pas réaliser un projet tout seul. Il y a toute une équipe qui te soutient, toute une équipe qui te donne des conseils. Et tout le monde a son mot à dire, au fait. Et il faut écouter et comprendre. C'est pas là où tu vas trouver le chemin pour pouvoir acquérir et conquérir ton projet, quoi, réaliser tout ce que tu veux. Et la preuve qu'on peut tout faire, à condition d'y croire, vous faites tout aujourd'hui, parce que même du cinéma, petite parenthèse, on a eu la chance de vous voir, et je suppose que c'était quand même énorme pour vous, vous avez campé quand même le rôle de Joe Frazier, qui est quand même un monstre dans le monde de la boxe, dans ce fameux film Big George Foreman. Écoute, c'était surprenant parce que je ne m'attendais pas à ça. Je veux dire, quand ils m'ont contacté sur Instagram, moi, je me disais que c'est une blague, en fait. Et Sur Insta? Ouais, c'est Insta. Génial. C'est Sony Production, la maison de production Sony qui m'a écrit pour me dire, oui, monsieur Takam, on aimerait bien vous discuter avec vous pour un rôle qu'on va vous donner au cinéma. Bon, c'est fou parce que j'ai dit, écoutez, je ne sais pas à quoi vous jouez. Et ils ont insisté la deuxième fois et je les ai bloqués. Je les ai bloqués. Et ils ont insisté. Et non, après le directeur de casting m'a écrit. Il m'a dit non, mais voilà le numéro de téléphone, il faut appeler. Du coup, je donne le numéro de téléphone à mon agent et il appelle. Je me rappelle, j'étais au Cameroun. Après 2 minutes, il m'a rappelé, il me dit, oh my God, Carlos, that's crazy, man. That's amazing. I said, what? He said, it's real. That's Big J. I said, come on, let me know. Il me dit, j'étais au téléphone avec le producteur, le réalisateur et le directeur de Sony. Et c'est they want to make a meeting tomorrow. Et à partir de là, on a fait un Zoom call demain. Et moi, je les ai dit, I want to know, pourquoi moi? Il y a plusieurs boxeurs et il y a plusieurs acteurs. Why me? Bon, c'est là où ils m'ont dit, écoute, de un, tu boxes un peu comme Joe Frazier. Et de deux, tu as les tics de Joe Frazier à chaque fois quand tu boxes, tu fais comme ça. Donc il a dit, on a vu cet aspect de toi, on s'est dit, non, il nous faut ce monsieur. Et c'est à partir de là que voilà, j'ai pas eu besoin de faire le casting, je suis allé à la Nouvelle-Orléans et on a fait 5 mois de tournage. Génial. Et ça vous a fait quoi? Vous avez aimé? Vous avez kiffé, comme disent les jeunes? Au début, j'étais impressionné par toute la production. Ouais. Je veux dire, c'était comme je vivais un rêve, étant donné que là, je me trouve sur le plateau avec l'acteur Forest Whitaker. Ouais. Et il est tellement sympa, le mec, il est tellement simple.
on rigolait, tu vois. Je me dis, à chaque fois, quand je rentrais à l'hôtel, je dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de dire? Et c'était vrai, quoi. Non, c'était génial. C'était génial, franchement. Mais c'est ça qui est génial, vous rêvez, mais vous nous faites rêver aussi. Et justement, c'est quoi les prochaines étapes? Comment vous allez continuer à briller et comment vous allez surtout faire briller l'Afrique? C'est quoi vos ambitions futures, vos projets futurs? Écoute, les prochaines étapes, comme c'est déjà parlé au téléphone, c'est de monter une académie de sport. Monter une académie ici à Kigali pour faire, comment dire, pour détecter les talents dans le milieu du sport de combat en Afrique. Dans l'académie, il va y avoir la boxe, bien sûr, le judo, on va mettre un peu de la lutte dedans. On va mélanger ces trois disciplines. Et le but vraiment de l'académie, comme je dis, on est focus sur les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. On veut au moins avoir un ou deux qualifiés qui viennent de l'académie pour les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. C'est vraiment ça le focus, quoi. Et derrière ça aussi, commencer à planifier comment on va organiser des show boxing, des combats de boxe internationaux dans 3 ou 4 pays africains. Comme ça, on va inviter, pour qu'on puisse inviter des stars de la boxe comme Mike Tyson, comme Holyfield, pour qu'ils viennent nous supporter. Et je veux dire, amener le monde de la boxe en Afrique, pour que nos athlètes puissent se produire sur le sol africain, pour que les autres viennent chez nous boxer. Et voilà, créer des opportunités pour les jeunes générations. C'est ça aussi le sport, hein. Si on peut finir là-dessus, l'industrie du sport, c'est effectivement, il y a la discipline et c'est valoriser la discipline. Mais l'industrie du sport, c'est à l'échelle internationale, c'est des milliards de dollars. En Afrique, on en est encore un peu loin, mais c'est un véritable potentiel pour avoir de la croissance, pour vraiment développer l'économie, mais aussi pour créer des emplois valorisés pour nos jeunes. C'est ça le challenge pour tous nos pays aujourd'hui. Alors comment on peut justement faire pour promouvoir le sport en général, la boxe en particulier, mais pour faire en sorte aussi que le sport a un impact beaucoup plus grand dans nos économies? Écoute, pour faire, comme tu dis, pour faire à ce que le sport a un impact dans nos économies, il faut juste, commencer déjà à organiser des grands événements ici, où on va inviter pas seulement des stars dans le milieu sportif, mais aussi peut-être en invitant Tarzan, il viendra avec 2 ou 3 personnes, ça serait peut-être des investisseurs, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'Afrique à quelqu'un aux États-Unis, il te parle que de l'Afrique qu'il a vu à la télé, sur CNN. Il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il a dit, s'il te plaît, please, come in Africa, you gonna see. Il dit, venez en Afrique, vous allez voir ce que c'est que l'Afrique. Tu vois, la première fois que j'ai amené mon coach, un Afro-Américain, ici à Kigali, le lendemain qu'il est sorti pour se promener à Kigali, il pleurait. Il me disait, oh my God, Carlos, je n'arrive pas à comprendre, c'est ça l'Afrique. Il dit, c'est ça l'Afrique d'où. Il pleurait, il m'a dit merci pour ce que tu as fait, merci pour tout ça. Lui, qui va rentrer aux États-Unis, il va parler de l'Afrique qu'il a vue, de ses propres yeux, pas de l'Afrique qu'il a vue à la télévision. Et peut-être, il parlera avec quelqu'un qui va parler avec d'autres personnes, une personne qui va se dire, oui, peut-être je peux venir investir en Afrique. Je les dis tous, venez investir en Afrique. Je les dis tous à ces Afro-Américains, venez investir en Afrique. Bien sûr, c'est bien d'investir aux États-Unis, mais je dis, au fait, vous avez plus d'opportunités à investir en Afrique qu'aux États-Unis, quoi. Tu vois, nous sommes tous frères, vous venez de l'Afrique, il faut dire ce qui est vrai, mais vous viendrez en Afrique, vous investir. C'est ça qui va amener, qui va amener aussi gonfler l'économie africaine, quoi. Clairement. Et vraiment, merci de nous faire briller, et de nous faire briller avec vous. Beaucoup, tu suis un petit peu le sport, justement, un petit peu de boxe ou autre? Mais j'ai vu que non seulement samedi, les femmes étaient là, dans la salle, et elles étaient aussi sur le ring, et ça fightait, hein. Je ne veux pas dire, mais elles tapaient plus fort que les hommes. J'ai raison. Oui, bien sûr, la boxe féminine est spéciale, au fait, parce que moi, personnellement, souvent quand je vois 2 femmes boxer, ça me fait plus peur que de voir 2 hommes boxer. Ouais, on sent qu'elles en veulent. Hein. Ouais. En tout cas, si la prochaine fois qu'on va organiser, je vous inviterai tous à venir découvrir la boxe parce que il y a des amis qui ne savaient pas ce que c'est la boxe, ils n'avaient jamais regardé un combat de boxe. Je les ai invités, elles étaient tous surpris, quoi. Et elles ont beaucoup aimé. Elles ont vraiment beaucoup aimé. Donc, ouais, malheureusement, il y a beaucoup de clichés. On s'attend à avoir du sang, des cris, des larmes. Et non, là, comme je le disais, il y avait déjà la technique.
Et en plus, c'était un show. On s'est vraiment beaucoup amusé. C'était un show. Pour moi, j'ai toujours dit, la boxe pour moi, c'est comme un jeu d'échecs. La boxe, c'est vraiment comme un jeu d'échecs. Les pions, ce sont des rounds. Il y a 12 rounds et il faut gagner 12 rounds. Si une personne gagne 6 rounds, l'autre gagne 6 rounds, c'est match nul. Et si je gagne 7 rounds et tu gagnes l'autre moitié, tu as gagné, quoi. C'est comme un jeu d'échecs. Chaque round, tu pousses ton pion. Tu vois, chaque round, tu pousses ton pion. La boxe, c'est pour ça qu'on appelle la boxe le noble art. On appelle la boxe le noble art, pourquoi? Parce que après avoir être déchaîné dans le ring, taper mon adversaire, le sang qui coule partout et tout, à la fin du combat, les deux boxeurs viennent se voir, ils se saluent, ils s'embrassent, ils se disent merci. Les gens se disent, mais pourquoi tu dis merci à un mec qui t'a blessé ou qui t'a ouvert la carte? Non, c'est un respect, quoi. Oui, c'est l'amour du jeu et le respect, et le respect qui est dans ce sport, quoi, tu vois. On va dire, la boxe, c'est un sport de but qui est pratiqué par des anges, quoi, tu vois. Vraiment, ouais. Sans vous êtes un ange. On est tous des anges. Ah, amen. So it's a gathering that brings regulators, innovators, founders, but also investors that are interested in knowing more about the fintech, the new developments, the technologies, but also how to make financial services more inclusive for the African continent and the people of Africa. Because we have noticed that access to finance is a big issue. Especially for people living not in the capital cities. But broadly, the organization brings three things together. As our minister spoke yesterday at the conference, we bring people, idea, and capital together. So people means bringing people together, as you see in IFF here. When you bring all three together, it becomes a global ecosystem builder. And what we are doing here is part of our global network. The Inclusive FinTech Forum, which was started last year, is part of our global construct of making Africa part of the global fintech network in terms of thought leadership, in terms of discussing issues which important to Africa, but also globally relevant, so that the world can learn from Africa and Africa can learn from the world. I'll give you one example how fintech changed things in Singapore. One example being a payment platform called PayNow, which is a domestic payment platform which made life easier. With 3 clicks now you can move money to each other at zero cost. QR code being a form factor to receive money, is easier to send money. Now that's not only thing we did in Singapore. We connected PayNow to other markets outside Singapore. For example, Thailand, Malaysia, India, and so people can also send money easily using that PayNow fintech in the same way they would send money to their friends in Singapore. Well, I would say when I say Singapore partnering with Africa, it's actually a broader Asia partnership, and Singapore is just a country who's representing the Asian interest in Africa. To us, Africa is the continent of the future. Young population, that's the last remaining highly vibrant economy. It's only going to go up, and with other markets slowing down, Africa has a huge opportunity to grow in the next 10-20 years. That's one thing. Second thing, Africa also becoming a global hub for talent. As more and more people get exposed to new technology, new businesses, the next generation talent pool will come from Africa. So talent, growth opportunity, and innovation coming from Africa also teaches us something very interesting. It teaches us how to build system in a sustainable way. So Africa will be a global leader when it comes to sustainable financial system solutions, because the market has constraint. Smart innovator will develop solutions which is not only effective in Africa, also being effective wherever we want to deploy such solution. Is Africa solving for the world? I will want to say that Africa is solving for itself first at scale. And some of these tools that are being built on the continent are so relevant that they could be applicable everywhere in the world. And we have another champion with us, not in the box ring, but in fintech and technology. Before to talk about Nala and his success, we want to know more about you, because you are already a success story by yourself. What is your story? Yeah, look, I'm from Dar es Salaam, Tanzania. I grew up there.
When I was 17, I got a scholarship that took me to America for the first time for school. I never lived in America before, and then I moved back, and then I became a TV host. I used to host on local TV in East Africa, and then TV is what got me involved in payments. We were trying to figure out enable ways for people to pay for TV subscription on mobile money on M-Pesa and Airtel Money Rails in East Africa. And then that project got me a full scholarship to Stanford. So that's where I went to grad school to study and learn more a little bit about building a technology company. And then I ended up working for the Bill Gates Foundation in the payments team. And from there, I decided to quit and start building Nala. So Nala, we do two things. We have two businesses. Our core business, we enable people from the US, UK, and Europe, 19 countries in Europe, Italy, Spain, France, Germany, all of these we operate in, to send money to 11 countries in Africa, including Rwanda. So people can send remittances back home and send money to their loved ones. But also we have a B2B service where we work with large businesses that are doing cross-border payments for distribution for payroll, for large remittance companies and other services directly. So we build payments infrastructure across Africa. So for example, here in Rwanda, we have a license as well, a payment service provider license. We have a license in 6 countries in Africa out of the 11 we've applied for. And that's what we do directly as a business. Excellent. And what about the impact, especially the social impact? Of course, when you talk about fintech, about the technology and it's innovation, but it's also finally you're changing life of a lot of people. Yeah, no, it's really inspiring to see, 3 years ago we had 10 customers. Today we have 500,000. And so seeing people move literally billions of dollars with us every year, it's helping local economies, helping local families, establishing local businesses. So we'll see a Rwandan in, Belgium sending money with us to Rwanda, but building a small shop or Airbnb for tourists to go see the gorillas and so on. So we see a lot of these sort of behaviors where the diaspora who move abroad create opportunities also for those back home, not just sending money, but also job opportunities by starting businesses back home. So a large amount of impact, especially with women mostly. Women are our most loyal customers. About 60% of our customers are women. They send most frequently, most loyal to the recipient. So we know on the 25th of the month, once they get their salary, I know this person is going to send money to Kenya, to Nigeria, to Uganda, to Rwanda, to Tanzania, guaranteed. So those are some of the impact metrics we see, it, especially as we scale. But also for us as a business, we've reduced the cost massively for sending money. Initially, when we started, it was about 6%. We've reduced it down to 4%. Now I'm trying to reduce it even more because it's too expensive. And so I don't believe that the lowest income region in the world should get charged the most amount for fees. And so that's why we're trying to change that. Indeed, we have a big potential. And today, the fintech is one of the most dynamic sector in the African tech ecosystem. But you have also many challenges. For you, that are a key actor of this sector, what we have to do to go fast and to do better, and to acquire the impact? Yeah, man, challenges. I could sit here for 10 days just to talk about challenges. Yeah, I think one big challenge is across different countries. So with Africa, you have 42 different currencies, nearly 50 different central banks across 54 different countries. So you go to this country, you need this license. You go to this country, you need this license. You go to this country, you need this license. We don't have a unified body like in Europe. You have EU. You get one license in Netherlands, you can use it in Belgium, you can use it in Italy, you can use it in Germany, you can use it in France. And so it's a lot more complex when you're trying to operate in multiple countries and jurisdictions because every government has its own rules. And one government will tell me, Benji, if you want to operate here, I want you to hire 50 people in my country. I'm like, okay, what am I going to do with 50 people there? Because you're a software company, you don't need 50 people. You maybe need 5, but that's the regulation and law. So I think there's a lot of challenges around that. And part of the reason I'm here at this forum is because I'm here to meet regulators. Because we're regulated in 6 countries in Africa. I'm trying to get regulated in 11. Some of these licenses take forever. One of the countries here, I met one of the regulators earlier. I've applied for that license 4 years ago. I've not received the license till today. And how do you really build impact and scale businesses when you can't even operate and get licensed to operate in those markets? So those are some of the challenges. Around regulation is pretty big. Around technology, that's also really big. So for example, quality of engineers. Africa has a large opportunity for improvement there for high quality engineers. I think,
the more engineers we have here, the more ecosystems that are teaching kids computer science from a young age will enable a new generation of great technology builders across the continent. I think that needs to be done. A last point I have to highlight, because it's really important when you talk about fintech and mobile money, for example, it's made in Africa, it's made in Africa, it's born in Africa, and today it inspires all the world. We know today that a quarter of the world population is still unbanked. How someone like you, how with Nala and other African company work in this sector, how we can change the world with the African solutions? Yeah, I know, it's really cool to see like mobile money services take on globally, right? So you see this in Philippines, you see this in Vietnam, you see this in many other countries like, Afghanistan to, Pakistan, across South America, even like Mexico. These mobile money services have been growing at scale, and a solution that was frankly born here in East Africa in our neighborhood. I think there's a lot of challenges though for scaling it, especially in every market. There's different nuances and complexities. There's different laws that you have to abide by. But my advice to founders or people building, it's never easy to build any company in the world, whether it's a small coffee shop or selling ice cream on the side of the road. I'm a big believer in entrepreneurs, and there's a saying, it says, the world is a museum of people's passion projects. And I truly believe that. And we believe on you, and we know in Africa, the entrepreneurs, they are really changing Africa. They are our champions. Last word to conclude, your next step, your next project, your ambition, how you will shine for the few next months, and how we will make Africa shine. Yeah. Look, our mission is to build payments for the next billion. And that means people in emerging markets across Africa, across Asia, across Latin America. And we operate in 2 countries in Asia today, Philippines and Pakistan. We're launching India this quarter. We operate in 13 countries in Africa today. So still, our work's not done. It's just the beginning. I always tell people, we're 1% built. So company's grown from 7 people 20 months ago to 157 people today. So it's a lot of change in a short period of time. But the job's just starting. One of my favorite music artists is called Drake, and he likes to say, the reward for hard work is more work. So ahead we have a lot more work over the next few months and the next few years. And, especially if we really want to make an impact, we've got to scale this business to a scale and potential to make that large impact that we want to hit. Madame le ministre, merci d'avoir accepté cette interview à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette journée est un moment clé pour mettre en avant les parcours inspirants. Vous êtes aujourd'hui une figure de l'éducation au Gabon. Quand vous repensez à votre propre parcours, quelles ont été les étapes clés qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui? Mon parcours est un parcours atypique et assez riche. J'ai commencé mes études dans une école, dans une commune très rurale. Ensuite, bien sûr, je suis venue au niveau de la capitale, donc à Libreville, et j'ai terminé mon parcours en France. Donc, c'est un parcours avec une jeune fille qui est plein de rêves pour son pays, qui veut participer au développement de son pays et qui est animée d'un esprit patriotique très fort. Donc je commence par une école de commerce et ensuite je reviens à ma passion première qui est celle de la science politique, donc les questions politiques qui m'intéressent beaucoup. Je vais à Sciences Po, ensuite je fais l'ENA, Paris-Sorbonne, et tout au long de cette histoire il y a un fil conducteur. Donc c'est toujours les questions de politique, de gouvernance, les questions de communication qui reviennent systématiquement et parfois sans faire beaucoup d'efforts, notamment lors de mes recherches de stage. Lorsque je vais m'orienter vers quelque chose, on me ramène toujours à mes premières passions et à ce qui a guidé finalement le parcours professionnel qui a été le mien. Elena, quels défis avez-vous rencontrés en tant que femme dans ces environnements exigeants? D'abord en tant que femme, lorsque vous faites vos études à l'étranger, vous devez être douée pour vous distinguer. Parce que vous êtes une femme, vous êtes jeune
et vous êtes africaine. Mais je suis tombée sur d'excellents professeurs et dans des établissements où je suis allée où la femme avait sa place. Mais j'avais ce défi personnel-là de marquer mon passage. Y a-t-il une personne ou un moment précis qui vous a donné envie de vous engager dans la gestion publique et l'éducation? C'est mon père. C'est la personne qui m'a inspirée le plus. Et je dois dire que sa mort, alors que je n'avais que 7 ans, a été le grand déclic de ma vie. Je suis issue d'une famille nombreuse. Mon père était polygame et je me suis toujours dit qu'il faut que je sois une femme indépendante. J'ai plusieurs membres de ma famille qui ont occupé des très hautes fonctions. Oui, c'est ça qui m'a guidée. Vous êtes aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. Depuis votre prise de fonction, quelles sont les réformes ou actions dont vous êtes la plus fière? En suivant les très hautes instructions du chef de l'État et pour les matérialiser, nous nous sommes appuyés sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est celui des infrastructures et des équipements, avoir des infrastructures modernes. Il y a également un autre pilier qui est celui de la gouvernance. C'est ce qui nous a permis d'avoir cette accalmie au ministère de l'Éducation nationale. Il y a également la question de la valorisation de la fonction enseignante, avec aujourd'hui plus de 1400 postes budgétaires qui ont été donnés pour le recrutement des enseignants. Et il y a un troisième pilier qui est celui des activités et des réformes pédagogiques. Nous avons nos premiers manuels gabonais au secondaire. Depuis 1960, le Gabon importait les manuels du secondaire. Selon vous, quels sont les principaux obstacles que les femmes gabonaises rencontrent encore aujourd'hui dans leur parcours professionnel? Je veux dire que les obstacles que rencontrent les femmes sont de plusieurs ordres. La première, il y a le plafond de verre. D'abord, qui est là, mais qu'il faut percer au quotidien. Et il faut ensuite, elles ont une autre difficulté, c'est se mettre en réseau. C'est d'avoir des réseaux forts où les femmes se réunissent, où elles poussent. Nous ne devons pas bloquer l'ascension des autres. Nous ne devons pas bloquer le destin des autres. Mieux, nous devons accompagner l'autre génération. Enough conditions, imperfections put aside, baby, not aside, just credo te para cá me dizer que eu vou zimbar, mas é na que conhecer turirinde, more guarda, more Je dois vous appeler Boukourou ou Christiane? Parce que votre vrai nom c'est Christiane Ouazé. Et Boukourou c'est mon nom de scène et c'est Tanki en Rwanda aussi, donc je préfère le... Boukourou c'est un nom donné à une jumelle la plus grande. L'aînée de 2 jumelles. L'aînée de... Voilà. Génial. Et pourquoi avoir choisi ce nom? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Il n'y a pas eu beaucoup d'inspiration à propos de mon nom. Ça a matché. J'étais, voilà. Honnêtement, j'étais un peu lazy to create another name. Et j'ai dit, pourquoi pas Boukourou? Mais j'ai ajouté N-O. Mais Boukourou, ça s'écrit B-U-K-U-R-U. Mais avec N-O, ça devient Boukourou mon nom. Eh ben, merci beaucoup d'être parmi nous ce matin. Et justement, comment l'histoire, elle commence? Parce que on expliquera un petit peu, mais vous avez... une belle carrière aujourd'hui, vous êtes en plein essor, vous avez explosé littéralement sur le web avec un titre en particulier dont on parlera, Le Silence. Et comment l'histoire a commencé? On se lève un matin, on dit je vais chanter? Non, il y a une histoire aussi derrière ça. Well, I've been singing practically all of my life, and then I grew in a church environment where we'd go for Sunday school.
And then there you perform in front of the church. I feel like the church is our first internship as singers every time. The best school ever, because there's freedom for expression, but there's also the emotion part of it, the spiritual part of it. So for me, church was like a very, holding ground of my music. And then I went to high school. I was singing in all of the shows at school, when you're a singer, you're singing at everything. And then parties of my friends, weddings and stuff. But for me, I didn't want to do music as a career, because we had like a very bad reputation of music in our country. And I feel like it's, when you're going to tell your parents you're doing music as a work, it's quite an issue. It's a subject to think about. You have to prepare. And arguments, so that you pitch your new career. Anyway, so for me, I didn't want to become a singer as, doing a career in singing. I always thought, because I was gifted, I have this voice that could, sing. I was like, if I'm ever involved in the music career, then it would be because I'm a minister of the arts. Yeah, for me, that was like my ultimate dream. But then when there's a competition that happened in Rwanda, it's a local competition, national competition. It's called Art Rwanda Ubuhanzi, and it was a competition of all local talents. Mm-hmm. And then we're like, okay, this must be serious, because it's initiated by a very serious institution. And then I was like, okay, let me just go for the sake of doing it. But then it would be the start of my career, actually, because that's when. Yeah, that's the beginning. That was in 2018. It's like almost yesterday. We were like told we were incubated after the competition. We were incubated, trained on how to earn money from our gifts. And then I started being hired to sing in front of very big stages. A stage I would have never, when you're standing in front of the leader of the country and you're singing, you're like, this must be, like, what am I? There's also that imposter syndrome where you're like, I do not deserve this, but I'm here. And then, from one stage, you're doing terribly bad, and then you become introduced to another person, and then you learn, you become bigger, and this is how I got. Et ça, elle a dit quelque chose de très important et que je voudrais souligner juste une seconde. C'est que c'est vrai qu'à travers le concours où elle a participé, parce qu'on est artiste, on a déjà un talent, il y a quelque chose qui est inné, mais après c'est un métier, et quel que soit le domaine artistique qu'on explore, oui, il faut travailler, mais il faut aussi apprendre le métier, et c'est ça qu'elle a pris le temps de faire, parce qu'elle est non seulement chanteuse, mais également auteure. And finally, we will talk about, there is a big moment in your career, a really big déclic in Nigeria. But just before to talk about it, what you want to express with your music, what you want to tell about you say, you ask yourself, finally, who I am. Music is an expression, like any type of art, I believe. Carlos, when he's fighting, he's expressing. Of course. He said, le noble art. Yes, exactly. So for me, music is my expression. So it's expressing every single little emotion that I'm feeling. If I'm joyful, I'm going to make that note. If I'm sad and I'm very frustrated, and like there's a subject that is nagging me, music is my way to express that. And for me, because I have this strong voice, I make sure that I'll express the emotion. For me, when I do not consider myself as just an entertainer, I'm also going to speak to your mind, to your heart. I want to take you somewhere when I'm singing, and want you to feel something. And when I leave, because sometimes I'm singing in Kinyarwanda. Kinyarwanda is our local language in Rwanda. And then if I'm singing in front of people who are speaking French, who've never been to Rwanda, who do not understand the language, they feel it. They have to connect with your heart, with the notes. So for me, that's my idea of entertainment. If I'm entertaining you and I'm singing for you and I'm making you feel something, I leave the stage and I'm high. I'm high in that feeling. Yes. And you shine. It's really beautiful. And something happened. I think it was in 2023 at Lagos. It was a key moment in your career. Yes. So
we have this delegation that's coming from Nigeria. It's Meta Center. La Mecca. Yeah. We talk about music today, or industrial music. Basically, yeah. And it's like they have this big entertainment market. So they come into entertainment, the business people, the actors, the singers, these people that hold so much, weight in the entertainment industry, and they are coming to see future collaborations in Rwanda. And then they were accompanied by the Imbuto Fund. It was a partnership between Imbuto Foundation and UN Rwanda. And then I'm there with women creatives who are expressing themselves, who are saying their journeys and everything. And I was the youngest in the room who has just introduced herself into the music industry. And for me, I was like, I do not understand how I'm here. The only thing I can do for you guys, for having graced me with such weight, I can just sing for you. And then I'm singing in front of a festival organizer. There's like, we're inviting you. And I was like, you must be kidding me. Because I was still working. I was still at my job. I was like, this is a lunch break. It was a lunch break. And then they were like, we are inviting you. You should come in December. It was like close, I think it was November or close to December. And then I ended up going for the festival. It's called Flytime Fest. And it happens annually. And they invite these, headliners, this big Davido, Burna Boy, I think, Tyler this year performed these big headliners that we know in the music industry. And I opened for Kiss Daniel. And for me, that was the highlight of my life of that year. Because I feel like it's going to just be, build up. It continues to build up. Because after then, the Kwibuka 30 came up where we performed in front of, these representatives of the countries. FIA Awards happened in December last year. For me, it just kept piling up. Step by step. Yeah, step by step. Et elle a, comme je vous l'ai dit, explosé sur les réseaux sociaux avec notamment cette chanson Silence qui a eu des milliers de vues sur YouTube. Des millions de vues. Non, pas de millions, mais ça va, on va voir. Elle va faire des millions. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette chanson? Silence is an expression of, for me, when I wrote it, it was an expression of grief, but I do not want to limit everybody who's listening to the song to just that feeling. But it's an expression of solitude, when you don't have words to express what you're feeling, but then you're feeling that thing, then you're silent, but your feelings are louder. That's basically, for me, it was an expression of grief. But let's say you're going through something and you don't have words to express that. Silence is your song. You should listen to it. Et j'ai une dernière question parce qu'on va quand même l'entendre chanter, ça c'est le plus important. Il faut vous donner une idée. Si on l'a choisie, c'est pas pour rien. Elle va effectivement vous inspirer. Last question about, you talk about the industry of music, the industry of art in particular. Same question, how we can do it? Today we know that Africa inspires all the world. Petite parenthèse, on a par exemple un artiste, paix à son âme, Manu Dibango. Carlo, je ne te ferai pas affront si je te dis, c'est quelqu'un qui a inspiré le monde entier. Et quand on va vous passer la musique, vous allez voir, ce rythme-là, tout le monde le connaît. Et quand vous interrogez n'importe qui dans la rue, y compris en Afrique, on va dire « Ah ouais, c'est Michael Jackson ». Ou alors on va se dire « C'est Akon parce qu'il l'a repris ». Mais à la base, c'est Made in Africa, c'est Manu Dibango, paix à son âme. Et c'est ça, on inspire le reste du monde. How we can change the dawn? Today we need a real strong creative industry in Africa. It's an opportunity to get economy, to create jobs for all. But what we have to do for that? So first of all, as musicians, we are very exposed. You go on a stage of 100. I don't know, maybe if the boxing audience is as big as a festival in LA or South Africa. Sometimes, yes. Yeah, sometimes it's very big. Yes. Yes. So, but you can understand how much exposure we have. It's very easy to convince someone who's looking at you,
who came to your concert of something, because it's easy. Music is like a global language. You just have to speak. People will listen. Maybe not everybody, but some people in the audience will hear you. So the only thing is being representatives of positive change. That's the only way. If I'm representing something good, the community will find me, because they're like, you have something that I can relate to, that I aspire for. I have faith in having, like, creating money like for my music. If, let's say, someone is looking at me and she's young and she's growing in her, she's like, am I ever going to be a singer because I'm gifted this way? But can my parents understand that I can actually earn money from this? When they see me earning money from this, they will be inspired to do the same thing. But then we have to be representatives of that positive change. And by, we start by ourselves. If I dress well and someone sees me and they're inspired by that, they're going to do that as well. But they're like, this is my I don't know, this is my role model. I want to be exactly like Carlos. When he was saying about the dreams of the academy, honestly, I almost want to join. Because he's representing that. He's representing discipline, he's representing art, and he's representing his ambitions. And when he does, and then I hear that, I'm inspired to join. The only way is becoming that thing that we want to become, and then the community will follow. That would be my contribution towards it. We like it. Yeah. Carlos, vous aimez quoi en matière de musique ou d'art en général? Est-ce que là, vous êtes en basket, mais la dernière fois, on a vu que vous êtes un sapeur, vous aviez des super chaussures. Je pense que la mode, ça vous plaît aussi. C'est aussi un art. Hein? C'est un art, et je peux te dire qu'au fait, j'ai fait beaucoup la promotion de l'art africain quand je suis aux États-Unis. Quand je suis aux États-Unis, je ne m'habille pas comme ça. Je suis toujours habillé en style africain, quoi, les habits africains. Tellement que la dernière fois, j'étais à un festival à Vegas. Il y a un footballeur de NFL qui m'a dit, bro, I want the same clothes like you. Oui. Il m'a demandé où tu as eu cet habit-là. Il a insisté. Mais malheureusement, cette personne qui m'a causé cet habit, il n'a pas un shop sur Internet ou quoi, tout ça. J'étais obligé de le connecter avec son agent et tout. Donc, au fait, moi, je m'habille toujours africain. Everywhere I go, je m'habille toujours africain. Et chaque fois, je me fais remarquer dans les rues de LA ou dans les rues de Vegas. Donc, je me dis toujours que nous, en tant qu'Africains, je veux dire, il est temps qu'on soit content, qu'on soit fier de notre culture, quoi. Parce que la culture africaine, elle est énorme. It's huge. Il est énorme, on le fait passer. Je veux dire, tu vas aller voir un jeune Africain à Paris ou n'importe où, tu vas habiller en jean, cravate. It's good, yes, but il faut que tu penses à toi aussi. Tu penses à ta culture, que tu penses à tes gens, tu vois. Il faut qu'on arrive à promouvoir la culture africaine à l'étranger. Parce que ces gens-là, on s'est déjà intégré à leur culture, quoi, tu vois. Mais il est temps. Quand tu parles de la musique, moi, j'écoute beaucoup d'Afrobeat. Il n'y a que ça que j'écoute. Et ça cartonne dans le monde entier. Hein. Ça, on peut en être super fiers. J'écoute beaucoup d'Afrobeat et les musiques africaines, beaucoup de musique malien, parce que j'aime beaucoup comment les femmes maliennes chantent, tu vois. On nous dit qu'ils crient, on nous dit que c'est la voix des anges, tu vois. I like that. Yes. J'adore ça, en fait. C'est ça un peu mon style de musique, quoi. Ouais. Excellent. Et bien justement, on va finir en musique et on va écouter Bukuru qui va nous faire rêver à travers sa musique. Samatar Abdi Osman est un pilier du développement de l'écosystème numérique et entrepreneurial à Djibouti. En 2017, il a fondé le CTD, Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le tout premier tech hub du pays dédié à la promotion de l'entrepreneuriat innovant à fort impact social et à l'accompagnement des projets et startups émergentes. À travers cette fabrique des talents, il a impulsé des programmes novateurs qui ont inspiré une génération de jeunes filles comme garçons. Parmi ces initiatives majeures, Startup Weekend, où pour la première fois, des jeunes Djiboutiens ont eu l'opportunité de pitcher leurs idées de projet devant un jury. Tech Camp, un événement unique où des jeunes ont présenté leurs projets à leurs pairs, favorisant l'échange et l'innovation. En tant que CEO et fondateur du CTD, il pilote des programmes d'envergure tels que Code for Youth, la caravane du numérique,
Skills Academy et Boost Your Business, qui ont permis de former et d'accompagner de nombreux porteurs de projets, start-up et TPE, mais également de permettre à des jeunes djiboutiens de prendre part à des compétitions internationales de robotique. Les missions du CTD sont de stimuler la créativité, renforcer l'inclusion, développer les compétences et préparer les talents d'aujourd'hui aux métiers de demain. En parallèle, Samatar Abdi Osman est commissaire général du Djibouti FinTech Forum, l'événement de référence pour les acteurs de la FinTech. Déjà organisé à plusieurs reprises, ce forum s'impose comme une plateforme incontournable pour explorer les tendances émergentes, identifier les défis du secteur, créer de nouvelles opportunités, structurer l'écosystème FinTech à Djibouti. La troisième édition, prévue cette année, mettra en lumière les synergies entre la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, et la FinTech afin de dynamiser les marchés et d'offrir des opportunités inédites pour le développement économique régional. Les objectifs de cette troisième édition, identifier les opportunités de croissance et d'innovation, promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies financières, renforcer les partenariats entre les acteurs du secteur, sensibiliser les décideurs aux enjeux de la FinTech, partager les bonnes pratiques pour structurer l'écosystème. Avec son engagement indéfectible pour l'innovation et l'inclusion, Samatar Abdi Osman continue de façonner l'avenir du numérique et de la FinTech à Djibouti et au-delà. Depuis la création du CTID, nous avons beaucoup œuvré dans l'émergence d'un écosystème technologique dynamique en misant tout d'abord sur la formation, sur les compétences numériques, notamment à l'endroit des tout-petits, des adolescents, des femmes, des filles, mais également des personnes vulnérables telles que les personnes à besoins spéciaux. Pour tout d'abord les aider à mieux préparer les métiers de demain, mais aussi pour leur donner les bons outils de pouvoir s'en sortir dans le milieu, dans l'écosystème, grâce au numérique. Nous avons également accompagné les jeunes entrepreneurs des startups locales dans l'accès à la technologie, dans l'accès aux compétences numériques pour qu'ils puissent s'en servir et impacter l'écosystème entrepreneurial à Djibouti. Dans cette phase de la quatrième révolution technologique, chacun sait que le numérique offre des opportunités inégalées et c'est le cas à Djibouti à l'instar de tous les continents. Et je suis fier de pouvoir soutenir cet écosystème pour que, in fine, Djibouti puisse devenir un hub technologique rayonnant, vibrant pour la sous-région, mais également pour tout le continent. Djibouti FinTech Forum est un catalyseur de solutions innovantes et j'ai le plaisir d'annoncer qu'en 2025, nous allons lancer la troisième édition qui sera axée sur les solutions FinTech dans le contexte du grand marché panafricain qu'est la ZLECAf. Nous sommes à un tournant et cette troisième édition du forum sera une occasion unique d'échanger, de discuter sur des stratégies pour permettre à la FinTech de tirer profit et davantage d'opportunités dans la ZLECAf. Conditions, imperfections put aside. Maybe another side just completely disregarded. Stories, poems and letters, a symbol, come put them in the simplest ten graphemes.
ndagukunda impano yo kubaho injyana y'ubuzima nahawe imiyaga ishyira aho ngomba kuba imigezi itembana ibyari kumungabanya yarabyitonde ire mu buzima nishimira I think we're good. Ce premier épisode d'Africa's Bright nous l'a prouvé. L'Afrique est en mouvement, l'Afrique rayonne, portée par des talents qui, partout, innovent, créent, inspirent, transforment, avec une même ambition, faire rayonner l'Afrique pour elle-même, par elle-même, mais aussi pour le reste du monde. Et c'est cette dynamique qu'on va suivre d'épisode en épisode à travers cette émission Africa's Bright. Et retrouver très bientôt dans une autre ville africaine. Si je vous dis cacao, ça vous dit quoi? J'attends vos commentaires sur les réseaux sociaux. Ce que je peux vous promettre, c'est que ça va bouger. En attendant, merci de nous avoir suivis. Surtout, diffusez, commentez, partagez. Dites-nous à quel point vous avez adoré cette émission. Et rendez-vous dans un mois.